Je suis absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité au moment où on sait ce que la CEDEAO a été comme instrument, que de vouloir demander aux pays de l'AES de revenir. Quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, il y a eu la période de campagne, de rupture, et puis maintenant il y a la praxis, parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour. Mais quand je vois Diomaye Faye qui demande à réintégrer les pays de l'AES, moi je pense que c'est une faute politique. Dans une interview qui date du 16 juin 2024, Kémi Séba, lors de sa visite au Burkina Faso, est interrogé sur un ensemble de sujets et il donne son avis et fait des critiques sur la situation globale de l'Afrique, voire même du monde. Il a expliqué pourquoi il n'est pas d'accord avec l'actuel gouvernement sénégalais. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il combat la politique béninoise. Il a également parlé des tendances actuelles des Africains, ou on va dire de certains Africains, à vénérer la Russie comme étant le sauveur de l'Afrique. Chose qu'il critique avec la plus grande des forces. D'ailleurs même, il a souligné que si jamais la Russie se comporte un temps soit peu comme des colons en Afrique, le combat qu'il va mener contre la Russie et que nous allons mener contre la Russie sera encore plus violent. Il a également salué le combat des dirigeants de l'AES. Chose curieuse, il avait prédit déjà à ce moment-là que Orano allait se voir retirer sa licence d'exploitation des mines d'uranium au Niger. Pour rappel, l'information avait été rendue officielle le 19 juin et l'interview a été publiée le 16 juin. Ce qui veut dire qu'il avait déjà accès à certaines informations qui restaient encore non officielles. En tout cas, je vous laisse regarder ça et j'attends vos avis en commentaire. Avant de commencer, j'ai publié une vidéo sur la chaîne YouTube Le Jeune Initié. Cette vidéo-là parle des invocations et des offrandes. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne et de liker la vidéo. Voilà, on revient au sujet. Depuis Sankara, il n'y a pas eu un seul président, et je ne fais pas d'atalakou, j'essaie de parler de manière factuelle, qui donne autant de fierté aux populations africaines et afrodescendantes que le président Ibrahim Traoré. Peut-être qu'il y a des choses maintenant, selon vous et selon d'autres que j'ai pu croiser dans la rue, qui m'ont dit que certains n'étaient pas d'accord, d'autres étaient très fans du président, d'autres l'étaient moins. Moi, j'entends tout le monde. Mais je retiens un adage qui dit « Certains essayent de cracher dans le puits pendant que d'autres essayent d'y prendre de l'eau. » Moi, je vois le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Votre pays est en guerre, comme la plupart de nos pays dans la sous-région. Et on a un président qui a décidé de couper le cordon de manière factuelle et viscérale face à la puissance coloniale. Et ça, je pense que rien que pour cela, on devrait être dans une démarche de l'encourager. Et s'il y a des choses que vous estimez, parce que ça c'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne, qui ne vont pas ou qui doivent mieux aller, ce n'est pas au moment où il est au front avec les autres qu'il faudra peut-être aller le voir et échanger pour ceux qui le peuvent avec lui. Est-ce ce débat sur le retour ou pas de l'AES dans la CEDEAO Moi, je suis pas d'accord avec... je suis absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité au moment où on sait ce que la CEDEAO a été comme instrument, que de vouloir demander aux pays de l'AES de revenir. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, le temps me donnera raison ou pas. Le panafricanisme, il est également en marche au Sénégal, non? Moi, j'ai plus de distance critique. Ah oui? Avec, quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, je vais vous donner mon analyse. Et tout le monde sait que j'aime profondément le Sénégal. J'ai l'impression qu'il y a eu la période de campagne, de rupture, et puis maintenant il y a la praxis, parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour. Mais quand je vois Diomaye Faye qui demande à réintégrer les pays de l'AES, moi je pense que c'est une faute politique. Et que l'avenir de la sous-région, le temps me donnera raison ou pas, si la Côte d'Ivoire n'est plus sous le contrôle de Ouattara, si le Bénin n'est plus sous le contrôle, et ça arrivera, de Patrice Talon, ce qui risque de se passer, c'est qu'en termes de dynamique politique, l'AES risque d'avoir une empreinte matricielle dans une nouvelle structure qui verra le jour. Ce sera peut-être l'Alliance des États du Sahel et des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce sera peut-être un nouvel acronyme, ça sera peut-être une nouvelle appellation, ce sera peut-être la SAO, j'en sais rien. Mais la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui, les peuples n'en veulent plus. Les peuples se sont trahis, beaucoup de gens se sont trahis. Je ne parle pas... Diomaye Faye a venu pour qu'ensemble, on puisse de l'intérieur transformer les choses. Les révolutions de l'intérieur ont montré généralement qu'elles échouent.
Et de ce que je vois de Diomaye Faye, je le sens beaucoup plus aspiré par un système qui l'a précédé que lui qui aspire le système. C'est ce que je pense. Donc moi, en tout cas, je souhaite bonne chance là-bas, mais je me sens beaucoup plus proche, clairement, d'un pays comme le Niger, d'un pays comme le Burkina, comme le Mali, que de la gouvernance de Diomaye Faye aujourd'hui, très clairement. En politique, participation à la vie de la cité, ce qui compte, ce n'est pas les intentions cachées, mais ce sont les actes posés. Aujourd'hui, je n'oublierai jamais, il y a quelques semaines, lors de ma dernière tournée aux Antilles, pour voir nos populations opprimées par le gouvernement français, parce que les Antilles sont des colonies contemporaines, elles aussi, et les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer. J'avais une maman en Guadeloupe qui a pleuré à la fin, qui m'a dit qu'elle ne pensait pas vivre aussi longtemps et voir l'Afrique se réveiller à travers l'AES, les dirigeants de l'AES et le combat que je mène et que Nathalie Yamb et que Europe Panafricanisme mène. Cette maman avait 70 ans environ. Pour moi, c'est la plus belle des réponses. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout n'est pas parfait. Ça touche tout le monde. Il y a l'inconscient qu'on a réussi à réveiller. Et je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est une dynamique globale, c'est pas une dynamique sous-régionale, ça serait une erreur. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et que donc cela signifie qu'il n'y a pas de puissance impérialiste exogène s'il n'y a pas en priorité des failles à l'intérieur de nos États. Le combat d'urgence panafricaniste, là on va parler de ce que je fais et non pas de ce que d'autres font, mais de notre organisation. C'est un combat contre la malgouvernance. C'est ce qui m'a valu d'être interdit de rentrer dans plusieurs pays. La Guinée, sous Alpha Condé, m'a interdit de rentrer parce que je devais faire une tournée sur la malgouvernance. Je ne parlais même pas du néocolonialisme là. Alpha Condé m'a interdit de rentrer. Par la grâce de Dieu, il a été remplacé par quelqu'un d'autre par la suite qui m'a bien reçu. Au Togo, j'étais interdit de rentrer parce que Faure Gnassingbé, lorsque je devais venir pour une tournée contre la malgouvernance, n'était pas d'accord. Quand je critique Talon par rapport à la malgouvernance, il n'est pas d'accord non plus. Donc je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le problème c'est juste là. C'est trop facile. Et dire que le problème c'est juste l'Occident, c'est reconnaître de manière implicite que l'Occident est supérieur à nous. Tout à fait. Et qu'on ne peut rien faire par rapport à lui. Donc ce n'est pas mon message. Mon message c'est de dire que si on est assez fort pour être unis, pour être solide, pour avoir une gouvernance beaucoup plus adaptée à nos réalités, une gouvernance adaptée à nos réalités endogènes, beaucoup plus de justice sociale, pas pour autant l'anarchie. Parce que nos peuples confondent parfois la liberté et l'anarchie. Il y a un juste milieu entre les deux. Et que cette justice sociale est en adéquation avec un principe de souveraineté, il y a le croisement entre l'horizontal et le vertical, on rentrera dans une dynamique où, quelles que soient les velléités extérieures, on ne pourra pas tomber. Là, nous sommes à une séquence historique où nos pays sont bousculés par un terrorisme qui a été engendré par des puissances néocoloniales identifiées. On a des dirigeants comme Patrice Talon qui pensent que c'est intéressant de nouer. Non, il faut être... Je le dis très clairement. Si quelqu'un vient assassiner une personne qui donnait beaucoup de force et qui stabilisait la sous-région, et que ces mêmes personnes qui viennent assassiner la personne qui stabilisait, qui protégeait la région, vient maintenant se présenter auprès de vous comme celui qui est le seul habilité à pouvoir pacifier le désordre qu'il a créé, mais qu'il n'ose même pas reconnaître, il faut vraiment être naïf au mieux, ou bête au pire, ou corrompu au pire des pires, pour accepter, pour trouver normal que l'on accepte de travailler avec ces entités responsables de la destruction, de la déstabilisation de nos États. Le gouvernement nigérien s'est battu pour que l'armée française parte. D'accord ? Ils se sont battus pour que le gouvernement, que l'armée américaine parte. Ils sont en train de partir. On a à côté une armée française qui se sent éconduite et vexée, d'accord, de cette expulsion, entre guillemets. On a le général Lecointre qui dit que les pays dans lesquels ils ont perdu leur influence, ils vont tout faire pour les récupérer et qu'ils n'hésiteront, c'est pas moi qui le dis, c'est un général de l'armée française, et qu'ils n'hésiteront sur aucun moyen, sur aucune forme de déstabilisation pour reconnaître et réoccuper, recoloniser ce sont mes mots, mais réoccuper les espaces qu'ils ont perdus. Et donc, dans ce climat incendiaire, on a le président de mon pays qui, dans un contresens historique spectaculaire, au moment où nos populations et nos mouvements sont en train de risquer leur vie pour faire partir ces forces néocoloniales, identifiées comme telles par les 3/4 du Sud global,
Je faisais partie des invités des BRICS en tant que structure citoyenne observatrice. Je faisais partie des invités d'honneur des BRICS en tant que président d'urgence panafricaniste. Tout le Sud global est fatigué de l'arrogance et du néocolonialisme de l'oligarchie occidentale. C'est pas le Niger, c'est pas un pays, c'est pas 3 pays qui sont en train de dire ça, c'est un constat général. Oui, mais est-ce que Talon agit en dehors d'un espace et j'y reviens. qui a pris des décisions? Non. Les accords qu'il signe avec l'autorité française et avec les Américains, il n'y a aucun espace sous-régional qui l'impose de faire ça. Il faut qu'on dise la vérité. C'est pas vrai. Faure Gnassingbé, que je critique de manière viscérale, parce qu'en termes de malgouvernance, c'est un champion aussi, d'accord? Et en termes d'accointance avec l'Occident, il a pendant longtemps montré ses preuves, même si j'ai l'impression qu'il a peut-être un sursaut d'orgueil ces dernières années, qu'il est en train de changer petit à petit sa démarche. Pas assez vite à mon goût, mais reconnaissant cette réalité. Même si beaucoup de choses ne vont pas dans le pays, il faut qu'on le dise. Mais Faure Gnassingbé, qui aurait pu être soumis aux mêmes réalités que Patrice Talon, a fait preuve de 10 fois plus d'intelligence que le président de mon pays. On peut le dire. D'intelligence politique en tant que telle. On peut le dire en étant froid et en étant critique des uns et des autres. Patrice Talon pense parce que je pense qu'il a véritablement un complexe politique vis-à-vis de l'oligarchie française de 1, et je pense que... Peut-être que c'est un choix non. assumé et écoutez, non lié à, vous savez, à une quelconque puissance impérialiste. Non, mais écoutez, quand vous travaillez avec une puissance impérialiste, que vous renforcez les liens au moment où les jeunesses de votre pays, les opinions publiques de votre pays, de son avis même, peut-être que c'est de son avis même. Juste des choix gagnant-gagnant, comme on le dit, pareil pour la Russie aujourd'hui. La Russie pourquoi ça semble un problème quand des États veulent avoir des relations avec l'ex-puissance coloniale? À l'ex-puissance coloniale, vous dites l'ex. Bizarrement, tous les observateurs, un minimum spécialistes, ne parlent pas d'ex-puissance, ils parlent de néocolonialisme. Donc ce n'est pas une ancienne puissance coloniale. Si c'était une ancienne, je dirais, on n'a pas besoin de rabâcher le passé. Si c'est une ancienne puissance et qu'il n'y a plus de passif néocolonial, qu'il n'y a plus d'occupation néocoloniale, qu'il n'y a plus de pillage de ressources, qu'il n'y a plus de France-Afrique, je dirais, comme vous le dites, l'ex-puissance coloniale, faisons table rase du passé et avançons. Sauf, cher ami, cher frère, qu'on n'est pas dans l'ex-puissance coloniale. On est dans une puissance coloniale actuelle. Et c'est pas moi qui ai inventé le terme de néocolonialisme. Même l'association Survie, association française à 100%, blanche de peau, peut-être que ça rassurera certains, à 100%, dit qu'il y a juste pour terminer mon propos, qu'il y a un problème néocolonial viscéral au sein des élites françaises. Et donc, quand Patrice Talon noue des partenariats avec la puissance néocoloniale, c'est pas une ex-puissance, c'est avec la puissance néocoloniale d'aujourd'hui. Premier point. Et deuxième point, je finirai ma réponse par là, qui, je le reconnais, me soulage et me plaît un peu. Je ne bouderai pas mon plaisir. La puissance américaine aujourd'hui est considérée, je voyage un peu partout, aux 4 coins du monde, comme une des plus grandes puissances néocoloniales aussi. Pas simplement par les Africains, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie. Et je constate juste une chose, c'est que l'opinion publique africaine, on parle de démocratie, Demos Kratein, c'est pouvoir au peuple. L'opinion publique africaine est en train d'exprimer quelque chose. Et je pense que l'intelligentsia, cerveau malade, je ne vise personne, mais cette intelligentsia déconnectée des masses, je ne parle pas de vous, vous l'avez bien compris, vous êtes un frère et un ami en off, mais devrait se préoccuper de ce que disent des millions de voix africaines, parce que ces voix-là, c'est elles qui font le monde politique. Ce ne sont plus les élites déconnectées des masses. Et ce que fait aujourd'hui la Russie, comment vous appelez ça? Très clairement, la Russie est un contre... Je vais être très clair. Je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs, je vous pose la question, j'en profite, mon discours au Parlement russe, où j'ai dit, et ça a déplu à beaucoup de Russes, j'étais invité d'honneur avec Nathalie Yam, devant une cinquantaine de délégations des parlementaires africaines, et devant les officiels russes, le président de la Douma et des ministres russes. J'ai dit que si la Russie, aujourd'hui que la Russie est devenue un partenaire dans cette guerre géostratégique entre les forces globalistes néolibérales et les forces souverainistes, il y a aujourd'hui une sorte de restructuration d'une bipolarisation du monde. Hier, c'était l'Ouest contre l'Est. Aujourd'hui, c'est les forces globalistes néolibérales occidentales ou proches de l'Occident contre ceux qui résistent à cette hégémonie occidentale. Mais j'ai dit que ce n'est pas parce que on se réunit tous contre l'arrogance de l'oligarchie occidentale que nous allons accepter, et vous pourrez checker, peut-être mettre ça dans l'émission, que nous allons accepter que la Russie songe, ne serait-ce qu'une seule seconde, à vouloir reproduire le processus colonial que les Africains ont subi de la France. Et si les Russes font ça, la manière dont nous combattons la France, je suis l'une des rares voix, peut-être l'une des seules à le dire, la manière dont nous combattons la France-Afrique, ça sera une manière même 2 fois pire que nous combattrons les autorités russes. Pour vous, je suis très clair dans ma démarche. Partout où je vais, je me retrouve moi-même en modérateur
Parce que quand je vois dans des manifestations les gens qui brandissent les drapeaux russes parmi les nôtres, je dis, brandir le drapeau russe, je ne trouve pas que ce soit intéressant. C'est mieux de brandir les drapeaux de notre pays. Et ce sont nos populations qui disent, on fait ça pour défier l'Occident. Pour l'instant, ce que fait la Russie est bonne pour nous. Ce n'est pas Kémy Séba qui le dit. Donc je pense qu'il faut interroger le peuple pour savoir pourquoi le peuple se sent aujourd'hui beaucoup plus proche, par exemple, de la Russie ou de l'Iran, d'accord, ou de la Chine, quoi que je pense, par exemple, de la Chine, que des nations occidentales. Peut-être que les deals qui sont effectués sont des deals beaucoup plus gagnants que le contraire. On parlait tout à l'heure de contrats, de signature de conventions. Vous savez que le spécialiste français de l'uranium, Orano, va exploiter l'important gisement d'uranium d'Imouraren dans le nord du Niger. Les travaux justement préparatoires ont été lancés récemment, comme quoi la France est toujours au Niger. Il y a des choses que je ne peux pas dire là maintenant, sinon je risquerais de créer un incident avant qu'il soit créé par d'autres, mais que Orano ne se rassure pas trop. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Orano ne se rassure pas trop parce que il y a ce qui est dit, ce qui se prépare et ce qui se fera. Ah ouais. Et en tout cas, vous semblez dans le secret des dieux. Le temps vous confirmera que je le suis peut-être plus que vous ne l'imaginez. D'accord, voilà. Ok. Voilà, vous avez écouté. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il a raison ou pas? Est-ce que son approche est dynamique? Je sais que certaines personnes, quand ils écoutent ce genre de discours ou certaines parties de son discours, se sentent personnellement offusquées, outrées, touchées dans leur ego, comme si en fait il s'agissait d'eux. Mais essayez un peu de prendre la perspective ou de prendre du recul par rapport à tout ça. Est-ce que maintenant, rétrospectivement, à partir de ses propos, de ses actions, et non de ce que vous pensez connaître sur lui, là maintenant, est-ce que son approche est réfléchie? Est-ce que c'est intéressant? Voilà, j'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.